Comment assurer la sécurité alimentaire dans l'espace UEMOA? Les experts se penchent sur la question depuis ce matin à la faveur de la 13e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA. Il devra entre autres élaborer une politique agricole pour combler les déficits alimentaires de l'Union. Fin du calvaire pour une partie des populations de Atétebougou. Après 6 mois sans voir une seule goutte d'eau sortir du robinet, les habitants des 1008 logements sociaux sont heureux de pouvoir à nouveau disposer à souhait du précieux sésame, à savoir l'eau potable. Dans le monde du football, une question est sur toutes les lèvres. Y aura-t-il divorce ou pas entre l'entraîneur des Aigles, Patrice Carteron, et la Fédération malienne de football? Si d'un côté les actions vont dans ce sens, de l'autre, on se refuse à envisager cette éventualité. Nous ferons le point de la situation avec Khalifa Naman Traoré. Mardi 21 mai, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. Revenons sur le séjour en Belgique du président de la République par intérim. Plus la transition sera courte, mieux cela vaudra pour le Mali. Ainsi s'exprimait le professeur Dioncouna Traoré devant les Maliens de Bruxelles. Cette communauté malienne qu'il tenait à rassurer par rapport à la situation sécuritaire et à la tenue des élections en juillet. Il s'agit, selon le chef de l'État, de doter le pays d'autorités nouvelles qui vont s'attaquer aux vrais problèmes du pays. Le Mali qui, assure-t-il, est en passe de sortir de la crise sécuritaire qu'il a connue pour apporter justement leur contribution à la résolution de cette crise. À l'effort de guerre notamment, les Maliens de Bruxelles ont collecté une somme de plus de 4 millions de francs CFA, une somme remise au ministre de l'Économie, des Finances et du Budget qui a saisi l'occasion pour les informer sur l'utilisation des fonds collectés en faveur des forces armées. Le professeur Dioncouna Traoré qui a, en outre, salué l'attachement des Maliens de l'extérieur à leur pays d'origine et aux valeurs qu'ils incarnent. Quelle stratégie à mettre en œuvre pour assurer la sécurité alimentaire au sein de l'espace UEMOA? La question est au centre de la 13e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA. La session est consacrée à la politique agricole de l'Union et aux défis pour éviter les déficits alimentaires chroniques et la hausse des prix des denrées de première nécessité. Le reportage est de Bourama Traoré. Pour cette 13e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA, la réflexion porte sur la politique agricole de l'Union. Le choix de ce thème n'est pas fortuit. 80% des populations de l'espace pratiquent l'agriculture selon les statistiques. On comprend alors l'inscription du volet agricole en première ligne des priorités du comité interparlementaire de l'UEMOA. Un diagnostic du secteur agricole laisse apparaître que l'agriculture peut et doit être un levier indispensable de développement et surtout de croissance. En effet, le monde rural représente globalement les 2/3 de l'ensemble de la population de la sous-région et l'agriculture contribue au tiers du PIB de l'Union. Ici, un avis est partagé. La réalisation de la sécurité alimentaire est un défi majeur que l'UEMOA doit impérativement relever. Pour réaliser cet idéal commun, un passage obligé. Il s'agit de trouver des réponses appropriées au déficit alimentaire chronique et à la hausse des produits de première nécessité au sein de l'espace, des difficultés parmi tant d'autres. Autant que les organisations professionnelles agricoles, l'institution parlementaire de la communauté est attachée à l'impact de la politique agricole sur la modernisation des exploitations, sur l'augmentation sensible des revenus du monde rural, sur la régulation de l'exode rural et des mouvements migratoires à l'échelle communautaire. La protection du marché agricole intérieur n'en constitue pas moins un objet de préoccupation des députés dans la perspective des négociations commerciales de l'OMC et des négociations sur les APE. La 13e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA s'étend sur 5 jours. L'exercice au terme duquel les ont formulé des recommandations allant dans le sens d'amélioration de la production agricole au sein de l'Union. À Koulikoro, les formateurs anglais ont reçu mardi matin
La visite du ministre britannique de la Défense, Philippe, et européenne de formation au centre d'instruction Boubacar Sadassi. Cette visite du ministre anglais intervient à quelques semaines de la fin de la formation du 1er bataillon des soldats maliens. La correspondance de Seydou Traoré. La Grande-Bretagne apporte un soutien considérable dans la mission européenne de formation au Mali. Une trentaine d'experts formateurs contribuent à la mise à niveau de nos forces armées. Il s'agit de 21 formateurs de l'infanterie constitués d'éléments de l'armée de terre anglaise, de 12 instructeurs de la marine britannique chargés de la formation d'artillerie et de mortiers et une institutrice pour dispenser les cours de droits de l'homme. La visite du ministre anglais de la Défense vient consolider l'effort de la Grande-Bretagne dans la marche vers une armée malienne efficace et bien organisée. Après une heure de briefing entre le ministre Philippe Hammond et le commandement de l'EITM hors caméra, le visiteur du jour a pu assister à quelques séances de manœuvre des soldats maliens. Des exercices de stimulation du système de désarmement d'un terroriste par les soldats avec ses explosifs avait son sens. Le cas de la recherche d'un suspect dans une zone où le contrôle d'un bâtiment par les soldats ont montré aux visiteurs le sérieux mis dans cette formation à Koulikoro. Visiter les forces britanniques ici qui supportent la formation de l'armée malienne. C'est très important et les peuples anglais, les peuples britanniques sont très heureux de pouvoir assister. Auparavant, le commandement du centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro et le gouverneur de la région avaient salué et remercié le ministre britannique pour la participation de son pays dans la refondation de l'armée malienne. Ici à Bamako, le comité sahélien des pesticides, CSP, tient depuis ce matin sa 32e session ordinaire. Les experts doivent examiner 62 dossiers qui traitent de la préservation de l'environnement. Cette session élargie à 4 nouveaux pays s'engage à améliorer la sécurité alimentaire des populations et développer la recherche pour une meilleure gestion des pesticides en Afrique. Mamadou Bagayoko. Pesticides d'abord, mais santé d'abord. C'est la préoccupation des comités sahéliens sur la des pesticides dans le Sahel, CSP. Cette notoriété acquise par le CSP dans le domaine des pesticides ont motivé la récente décision de la commission de la CEDEAO, que je salue, de confier au secrétariat exécutif du SILS la responsabilité et la mise en place de l'animation au cours des 5 prochaines années du comité ouest africain d'homologation des pesticides OHP, ainsi que des comités nationaux de gestion des pesticides dans l'espace SILS et CEDEAO. C'est un nouveau défi que le CSP doit relever. Le développement de la recherche d'accompagnement dans l'utilisation des pesticides demeure aussi une nécessité pour une meilleure gestion des pesticides dans notre espace. À ce titre, je voudrais souligner la mise en œuvre souhaitée dès mai 2014 de la recommandation sur la réalisation des études du suivi sanitaire et environnemental pour l'homologation des pesticides par le CSP. La FAO qui prend part à cette 32e session renouvelle son appui au CSP, notamment dans le domaine de la recherche. Le ministre de l'Agriculture, pour sa part, rappelle la confiance que toute l'Afrique investit dans le CSP. Vous constituez donc un rempart, une assurance pour nos agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et autres utilisateurs contre les dangers pouvant résulter du mésusage des pesticides. C'est pourquoi je vous recommande d'avoir présent à l'esprit cette responsabilité dans vos prises de décision. Le CSP accueille à bras ouverts 4 nouveaux adhérents. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, le Togo, la Guinée-Conakry et le Bénin. Activité politique du jour, le Rassemblement travailliste pour le développement vient d'achever son premier congrès ordinaire. À l'issue du regroupement, les militants ont mis en place un nouveau bureau de 75 membres dirigé par le docteur Ahmed Sow. Le congrès a également doté le parti d'une stratégie d'implantation et de génération de ressources. Alessini Touré était au meeting de clôture, son compte rendu. Tour à tour, le vice-président du parti, la présidente de l'Union des femmes du parti et le responsable des jeunes sont montés au créneau pour demander au docteur Ahmed Sow d'accepter d'être leur candidat à l'élection présidentielle. Les congressistes ont souhaité, Monsieur le Président, docteur Ahmed Sow, que vous présentiez à l'échéance de juillet 2013. Monsieur le camarade président, les femmes du RTD, les femmes du Mali en général,
nous portons notre confiance en vous. Nous serons des actrices à part entière et non des spectatrices pour votre avènement à Koulouba. Mais le président du Rassemblement travailliste pour le développement a préféré différer sa réponse. J'ai différé ma réponse de quelques jours parce que je voudrais m'assurer de l'état d'implantation du parti. Les éléments dont je dispose sont encourageants. Comme vous avez pu le constater, hier, nous avons enregistré l'arrivée des délégués de tous les 49 cercles du Mali ont envoyé des délégués. Pas un seul cercle n'a manqué à l'appel. Toutefois, l'homme qui préside le nouveau bureau de 75 membres issus du premier congrès ordinaire du RTD sait exactement ce qu'il ferait si la chance le transportait à Koulouba. D'abord, arriver à trouver des hommes valables et à les mettre dans les postes clés de l'État. Je crois que tout découle de là. Et j'ai dit que pour arriver, il faut une politique des revenus, parce que ce qui explique la corruption endémique dans notre pays, c'est la faiblesse des revenus. Donc il faut mettre tout ça carte sur table. Les militants sortis nombreux lui témoignaient leur envie de le voir briguer la magistrature suprême n'ont en rien entamé sa lucidité. En attendant, le Congrès a doté le parti de textes fondamentaux, d'une stratégie d'implantation et d'une politique de génération de ressources. Politique toujours, le Parti pour une nouvelle Afrique, Panafrique, vient d'investir son candidat à l'élection présidentielle de juillet prochain. Il se nomme Alousséni Maïga. La jeune formation politique mise beaucoup sur la jeunesse. Reportage de Cheikh Oumar Sangari. C'est Alousséni Abba Maïga, un jeune économiste de 37 ans, qui défendra les couleurs du parti pour une nouvelle Afrique, Panafrique, aux prochaines élections présidentielles. Il a été investi en présence d'une foule de militants le dimanche dernier. Le choix de ces jeunes s'explique par la vision du parti qui prône les changements en comptant sur la jeunesse. Toutes les choses que nous avons vécues cette année nous ont permis de comprendre qu'il est temps pour nous de nous engager. Parce que les portes de l'histoire se sont ouvertes. Et nous n'avons pas d'autre choix que de nous engager afin de proposer aux Maliens un nouveau projet politique. Et lorsque nous avons réfléchi, nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, la jeunesse a le devoir de se réveiller pour proposer une nouvelle vision politique, pour permettre à un nouveau leadership, de préférence un leadership jeune, d'émerger pour que enfin les Maliens comprennent qu'il y a des gens sur qui ils peuvent compter et qui sont capables de relever ce pays. Au Parti pour une nouvelle Afrique, on croit à la tenue des élections aux dates prévues. Le président candidat demande aux Maliens de la patience et de l'union pour relever les défis de la stabilisation de notre pays. Je pense qu'aujourd'hui, notre pays n'a pas besoin encore d'une crise. Notre pays a besoin du calme, de la retenue, pour qu'ensemble nous puissions relever le défi du redressement du Mali. C'est ça l'objectif principal. La cérémonie d'investiture s'est déroulée dans le pavillon des... Préparatifs des élections en 5e région, les préfets des cercles des régions de Gao, Tombouctou et Mopti sont en formation sur les supports d'établissement de la liste électorale biométrique et sur la distribution des cartes NINA, une formation initiée par le ministère de l'administration territoriale. Reportage de Moustapha Doumbia. Cette formation de mise à niveau des préfets et des conseillers aux affaires administratives et juridiques des régions de Gao, Tombouctou et Mopti porte sur deux thèmes: les supports d'établissement de la liste électorale biométrique et la distribution des cartes NINA, numéro d'identification nationale. L'équipe de formation est composée de représentants du ministère de l'administration territoriale et de la délégation générale aux élections. À l'issue de cette formation, les préfets doivent encadrer et accompagner les économistes qui vont aller au contact de la population maintenant pour traduire en actes concrets toutes les mesures qui ont été prises. Durant 2 jours, toutes les questions relatives au thème de la formation seront débattues. Déjà, les préfets ont exprimé des préoccupations par rapport à la distribution des cartes NINA dans certaines communes du cercle de Gao, ainsi que les conditions particulières d'enlèvement de ces cartes. Nous sommes conscients de l'importance de cette formation qui aura une incidence positive sur le processus électoral, car nous savons que la bonne distribution de la carte NINA et une bonne élaboration de la liste électorale biométrique sont des conditions de première ligne pour la réussite des élections présidentielles et plus tard des élections législatives.
Parlons finances, les travaux de préparation du projet budget 2014 ont démarré ce matin à Bamako. Les participants évaluent le processus budgétaire 2013 et débattent du cadre budgétaire à moyen terme. Ce plan devra prendre en compte 12 domaines prioritaires dont la sécurité, l'éducation et la santé. Agali Agissa. Renforcer la participation et la concertation dans la prise de décision des choix budgétaires. Tel est l'objectif de cet atelier préparatoire du projet du budget d'État 2014. Ce plan de relance des activités économiques de notre pays s'inscrit en droite ligne du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté et la feuille de route pour la transition au Mali. Ce document stratégique majeur, une portée politique et économique hautement appréciable, repose sur certains domaines prioritaires. 1. Assurer la paix, la sécurité et l'intervention du secteur de l'État sur l'ensemble du territoire. 2. Répondre aux urgences humanitaires et aux conséquences de la crise. 3. Organiser des élections libres, crédibles et transparentes. 4. Consolider et approfondir la décentralisation, garantir le bon fonctionnement de la justice et la lutte contre la corruption, assurer une réforme efficiente des finances publiques, promouvoir l'emploi des jeunes et faire du secteur privé le moteur de développement économique, relever le défi de l'éducation, garantir l'accès à des services sociaux de base dans l'ensemble du pays, soutenir les projets constitutionnels au cœur du vivre ensemble, promouvoir la place des femmes dans le secteur privé et enfin intégrer le volet environnement dans toutes les politiques et stratégies de développement. Les procédures de passation des marchés publics, le calendrier indicatif du processus budgétaire à venir, l'évaluation du processus budgétaire de 2013 sont également des sujets inscrits à l'ordre du jour de ces travaux de 2 jours. L'organisation patronale des entreprises de construction du Mali affûte ses actions dans la perspective de la reconstruction des infrastructures démolies par les terroristes. L'OPECOM a organisé le week-end dernier une conférence sur l'importance des entreprises du BTP dans la relance de l'économie. Le compte-rendu de la conférence avec Nouroum Sissoko. La suspension de l'aide publique au développement suite à la crise, l'arrêt des travaux d'investissement, entre autres, ont affecté le secteur privé en général et le BTP en particulier. Avec la sortie de crise, le BTP compte jouer pleinement son rôle. Il faut maintenant penser à la reprise des activités économiques qui passent nécessairement par la reconstruction. Quelle sera alors la place du BTP dans cette relance économique? Il faut compter sur les entreprises nationales. Le BTP est un gros pourvoyeur d'emplois dans notre pays. Sa place est capitale dans l'économie nationale. Le BTP, globalement, il se situe autour de 5% de contribution au PIB, ce qui fait un peu plus, à peu près une centaine de milliards de francs CFA. Nous avons un besoin de plus de 120 000 logements à construire par an. Nous sommes loin de là. Et puis, on sait aussi que l'un des gros handicaps de notre pays, c'est la mise à niveau en termes d'infrastructures. La feuille de route de la transition envisage la relance de l'économie par la réalisation d'actions efficaces dans la reconstruction d'infrastructures socio-économiques de base. Et le ministre rassure. Membres de la famille des BTP, vous êtes au cœur de ce processus de construction. Vous êtes au cœur de ce processus par vos prises d'initiative et d'innovation technique et technologique. Vous êtes au cœur par votre accompagnement des pouvoirs publics dans la réalisation des grands projets. Vous êtes au cœur par la création d'emplois, surtout pour les jeunes. Ainsi, dans ce partenariat public-privé, le Mali pourra soutenir sa prévision de croissance capable de réduire les inégalités sociales. Les 7 et 8 juin prochains se tiendra ici à Bamako le premier salon de la formation professionnelle et de l'emploi, un espace d'échange initié par Natou Communication et parrainé par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. En prélude à l'événement, ces initiateurs ont animé hier une conférence de presse avec les responsables de l'ANPE, de l'APEJ et du FAFPA. C'était pour parler des objectifs du salon qui se propose de développer l'esprit d'entreprise chez les jeunes. Sira Bakili a suivi le point de presse pour nous. L'emploi des jeunes au Mali, une équation à plusieurs inconnus. La solution, le salon de la formation professionnelle et de l'emploi, la recherche, en mettant en contact les écoles de formation, les entreprises et les jeunes en quête d'emploi. Le SAFEP 2013, première édition, une initiative de Natou Communication appuyée par l'ANPE, le FAFPA et l'APEJ est partagée ici avec la presse. Il faut orienter les gens vers les secteurs
où l'économie a des besoins réels, c'est-à-dire la main-d'œuvre qualifiée. Le FAFA a été créé pour permettre cette formation continue, cette adaptation des uns et des autres à leur métier. Les gens ne l'appliquent pas. Adaptation donc de la formation au marché de l'emploi. Le salon va être mis à profit pour faire également un gros plan sur les différentes structures chargées de la promotion de l'emploi. Ce plateau va offrir cette opportunité à ces gens-là de comprendre comment nous fonctionnons, quels sont nos créneaux, comment l'accessibilité même de ces structures qui sont là pour l'emploi, qui sont là pour la formation professionnelle, comment y avoir accès. Parce que le problème de tout ce qu'on est en train de dire, c'est de comprendre ces structures même qui sont là. C'est aussi une opportunité d'atteindre nos objectifs. Par exemple, l'APEJ a planifié cette année de faire des sensibilisations au niveau du système scolaire, du monde scolaire, pour pouvoir parler des produits de l'APEJ, comment l'APEJ intervient. Ça va nous permettre de démultiplier nos efforts à travers ces salons. Une opportunité d'orientation des choix des jeunes vers les formations professionnelles adaptées et peut-être une offre d'emploi. Le SAFEP 2013 regroupera une trentaine d'écoles et d'agences de placement. Rendez-vous est donc pris pour les 7 et 8 juin prochains. Le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions informe les fonctionnaires admis au concours de la fonction publique d'État de l'année 2013 de la tenue d'un atelier d'information et de sensibilisation du 22 au 25 mai à la Maison des Aînés. La cérémonie d'ouverture est prévue demain, mercredi 22 mai, à partir de 9 h. La présence de tous est vivement recommandée. Le rôle des institutions sociales locales dans l'adaptation aux effets des changements climatiques, c'est l'objet d'un rapport réalisé par l'ONG Oxfam. Le rapport issu des nombreuses études effectuées dans les zones sud de l'Éthiopie et du Mali, particulièrement dans la zone de Fana, a été présenté ce matin à la presse. Youssouf Diakité. L'adaptation aux effets et à la vulnérabilité climatique est un défi majeur pour les paysans et les éleveurs des régions arides d'Afrique. L'étude avait pour objectif de diagnostiquer le rôle des institutions locales dans le combat contre les effets des changements climatiques. À l'issue de l'étude, plusieurs recommandations sont formulées. L'essentiel des recommandations insiste beaucoup sur l'importance de créer une synergie entre les organisations, les agences de développement qui interviennent dans les communautés, dans les zones rurales, et également les institutions locales qu'elles trouvent dans ces communautés rurales, pour que l'objectif recherché, à savoir l'adaptation à la variabilité climatique, soit atteint. L'objectif recherché par Oxfam est de contribuer à la lutte contre la pauvreté et les effets des changements climatiques, particulièrement dans les zones rurales. En fait, nous travaillons avec les communautés pour les aider à mieux vivre. Au Mali, ici, nous avons un programme que nous appelons le programme, par exemple, Épargner pour le changement, qui est un programme qui a déjà mobilisé en un peu plus de 6 ans, plus de 500 000 femmes en milieu rural dans toutes les régions du sud du Mali. Tous conviennent qu'au lieu de se focaliser sur le développement et la dissémination des pratiques techniques adaptées aux conditions climatiques, les efforts de développement doivent aussi se focaliser sur le développement des capacités d'adaptation des populations rurales aux effets des changements climatiques. L'association DINAFARM International souhaite aider le Mali à réussir sa campagne agricole 2013-2014. Elle vient de lancer une opération de distribution d'engrais liquides aux paysans. Cette substance organique présente plusieurs avantages pour augmenter la production agricole dans notre pays. Les détails avec Abdraman Maïga. Après le domaine de la santé, l'association DINAFARM International se lance dans 2 nouveaux domaines, celui de la lutte contre l'insécurité alimentaire et celui contre la pauvreté. Pour cela, il vient de développer de nouvelles stratégies permettant d'accompagner la campagne agricole 2013-2014 à travers la mise à la disposition des paysans d'autres formes d'engrais. Il s'agit de l'engrais foulière, une substance obtenue à partir des herbes sous l'appellation d'algues acadiennes. Ces plantes dont il est question renferment des macro et des micronutriments qui favorisent la croissance rapide des plants. C'est un engrais organique
Ce n'est pas uniquement le sol, même ceux qui font la pisciculture peuvent utiliser. En ce qui concerne les éleveurs également, les éleveurs peuvent utiliser cet engrais-là également. Ça renforce également le système immunitaire en donnant également l'appétit aux animaux. Avec ce nouveau produit, l'association Dinafarm International vise un certain nombre d'objectifs, notamment donner la nutrition à la plante, renforcer sa croissance et sa production et améliorer les propriétés du sol. Autant d'actions qui serviront à rehausser la productivité agricole, voire la souveraineté alimentaire. L'IAGRO est composé en majeure partie d'azote, qui est très nutritif sur le plan photosynthétique et qui est très nutritif pour les plantes d'une manière générale. C'est un engrais qui provient également des eaux sous-marines qui n'ont aucun impact sur l'environnement. Au cours de ce lancement, la présidente de Dinafarm pour l'Afrique a expliqué à l'assistance le rôle important joué par cette structure dans le développement de la productivité agricole dans certains pays de l'Afrique. Selon Esther Apumouza, grâce à l'introduction de ce genre d'engrais, les pays comme le Kenya ou l'Angola ont pu réduire de façon substantielle la malnutrition. C'est pour cette raison qu'elle a invité le gouvernement malien à coopérer avec sa structure pour atteindre aujourd'hui la souveraineté alimentaire au Mali. Sur un tout autre sujet, l'APDF a lancé ce matin un nouveau projet pour venir en aide aux femmes et filles victimes de violences basées sur le genre. Le projet consiste à mettre à leur disposition une maison d'accueil et d'hébergement et appuyer à l'amélioration des conditions des femmes détenues à Bolé et à Caille. Initié par l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes, le projet bénéficie du soutien technique et financier d'ONU Femmes Pays. Le reportage de Nando Dambélé. L'APDF et ONU Femmes disent tolérance zéro aux violences basées sur le genre, un slogan qui traduit toute la volonté et l'engagement de ces deux organisations à lutter farouchement contre cette pratique. C'est dans cet esprit qu'a été initié ce projet. Depuis quelque temps, l'APDF a ouvert à Bamako un centre d'hébergement pour les femmes et les filles victimes de violences qui a reçu plus d'une centaine de femmes et de filles pour diverses raisons, mais toutes liées à la violence faite aux femmes et aux filles. Il s'agit non seulement de procurer un toit et un lit aux femmes et filles victimes de violences basées sur le genre, mais aussi de les former. L'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes est en train de nous lancer sur un nouveau chantier. Un chantier qui ne sera pas facile comme les autres chantiers, mais qui est un chantier assez difficile. Pour le département en charge de la promotion de la femme, le projet arrive à point nommé. Les populations du Nord ont vécu toutes sortes d'exactions et surtout à l'endroit des femmes et des filles. Ceci illustre la pertinence de cette action de l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes qui s'inscrit pleinement dans la droite ligne de la politique nationale genre. Le projet s'adresse à 120 femmes, dont 50 détenues à Bolé et à Caille, les autres étant des déplacés ou victimes de violences basées à Bamako et à Mopti. Dans la même lancée, à Tombouctou, le comité de suivi et de gestion des aides humanitaires a été officiellement créé. La structure a pour mission d'aider à assurer la prise en charge des déplacés sur le plan alimentaire et sanitaire. Un mécanisme de coordination des différentes interventions qui va concerner l'ensemble des cercles de la région. Reportage de Yaya Tandina. C'est dans le souci de partager l'information et de coordonner les aides humanitaires destinées aux populations de la région de Tombouctou que le gouverneur et son cabinet ont initié la présente rencontre pour amélioration et propositions éventuelles. Nous avons reçu des aides qu'il faut aussi faire distribuer dans les très bonnes conditions. Donc on a jugé bon de mettre en place un comité de suivi qui va peut-être recenser les populations déplacées et les familles aussi qui sont dans les besoins pour la distribution d'aide alimentaire. Également pour les besoins sanitaires et aussi la remise en état psychologique normal pour pouvoir faire une réaction socio-professionnelle des déplacés et des gens qui sont restés sur place. Ce comité de suivi et de gestion ainsi créé a pour mission de concevoir et initier des actions pour favoriser le retour des populations déplacées, de faciliter le processus de réinsertion socio-professionnelle des populations concernées. C'est ce qui permet à l'ensemble des partenaires de se retrouver, échanger, pour voir qui fait quoi et où et comment,
et ça permet d'éviter certaines duplications et ça permet à mieux rationaliser l'aide au niveau de la région de Tombouctou. Pour les partenaires au développement, l'initiative est salutaire. Les capacités du district sanitaire du cercle de Kadiolo se renforcent. La commune rurale de Fourou a reçu une ambulance médicalisée d'une valeur de près de 9 millions de francs CFA. Le geste est de l'entreprise d'extraction minière African Mining Service, partenaire technique de la société minière de Siama. À noter que la cérémonie de remise de l'ambulance a été couronnée par la réception de la nouvelle salle de spectacle de la commune de Fourou qui a coûté 50 millions de francs CFA. Cheikh Nabatili. Cérémonie certes modeste, mais pleine de signification, car ce véhicule ambulance d'une valeur de 8 662 894 francs CFA, offert à la commune de Fourou par l'entreprise d'extraction minière African Mining Service, est un geste humanitaire qui s'inscrit en droite ligne parmi les stratégies adoptées par la société minière de Siama pour assurer le bien-être socio-sanitaire des populations de la zone minière. En recevant les clés et les documents de l'ambulance des mains de M. Les Melrose, directeur de l'AMS, M. le sous-préfet de la commune rurale de Fourou, Tchefidine Sangaré, et le maire de la commune, M. Salif Kone, ont tour à tour donné l'assurance que bon usage en sera fait, avant de préciser que ce don de matériel roulant va réduire les difficultés du système de référence évacuation, d'où une réduction de la mortalité néonatale. La cérémonie de remise de l'ambulance a été couronnée par la réception définitive de la nouvelle salle de spectacle de la commune de Fourou. C'est tout simplement pour montrer notre acte de bonne citoyenneté et mettre à la disposition de la commune de Fourou un endroit où les uns et les autres doivent se rencontrer pour une. Nous nous réjouissons d'avoir fait ce petit geste à l'endroit de la commune. La construction de l'infrastructure d'une valeur chiffrée à plus de 50 millions de francs CFA a été entièrement financée par la société minière de Siama. Retour à Bamako, enfin de l'eau potable à Tétébougou et le logement. Après près de 6 mois sans eau, les habitants de ces logements sociaux ont retrouvé le sourire. Ils peuvent désormais avoir de l'eau potable à nouveau, rien qu'en ouvrant leur robinet. Moussoukoura Konaté est allé à leur rencontre. Fin de calvaire ou début de solution à la pénurie d'eau aux 1008 logements. En tous les cas, les habitants de cette cité de logements sociaux sont plus ou moins soulagés de la corvée d'eau depuis quelques jours. Nous avons tapé à toutes les portes pour résoudre le problème d'eau ici. Cette année, nous avons rencontré le ministre de l'eau. L'eau est venue, mais il y a encore des problèmes parce que ça ne couvre pas tout le quartier. Nous demandons toujours aux décideurs de voir notre cas et faire en sorte que tout le monde ait de l'eau régulièrement. Ces quelques jours, l'eau est venue. Nous souhaitons que ça soit définitif parce qu'il n'y a pas de vie sans eau. Maintenant, nous les femmes et nos enfants, nous sommes vraiment soulagés pourvu que ça dure. Si aujourd'hui l'approvisionnement en eau potable est une réalité dans certains secteurs des 1008 logements, il constitue encore un cauchemar pour d'autres secteurs du même quartier. C'est un quartier qui est un peu vaste. Il y a des zones où il y a des horaires jusqu'à 3 h du matin, mais il y a des parties qui n'ont pas d'eau du tout. Ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas du tout une seule goutte d'eau. Et c'est le cas dans notre centre de santé communautaire ici. Tous les jours, on est obligé d'aller payer de l'eau. On paye les bidons à 100 francs. Imaginez combien de bidons d'eau on doit payer pour vraiment assurer l'hygiène au niveau du centre. Actuellement, là, il n'y a pas d'eau à l'école, les élèves sont là, on est obligé d'arrêter les cours d'après-midi là. Les après-midi, les enfants restent à la maison parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école. Tout compte fait, il y a une amélioration dans l'approvisionnement en eau potable qu'il faut saluer ici. Nous avons voulu en savoir davantage auprès de la SOMAGEP, Société malienne de gestion de l'eau potable, mais elle reste injoignable. Voilà, en tout cas, tout est bien qui finit bien. Dans le monde du ballon rond, Patrice Carteron va quitter le Mali 10 mois après avoir été nommé à la tête des Aigles. Le technicien français s'est engagé avec le tout-puissant Mazembe de la RDC pour 2 ans. Pourtant, il n'a pas résilié son contrat avec la Fédération malienne de football qui le considère toujours comme sélectionneur. L'instance dirigeante du football malien entend surtout saisir la FIFA pour trancher. Faisons le point avec Khalifa Naman Traoré. Ça sent peut-être la fin entre Patrice Carteron et la Fédération malienne de football. Selon plusieurs sources, le technicien français se serait engagé avec le tout-puissant Mazembe de Lumumbashi.
C'est lui qui a conduit les Aigles du Mali à la 3e place de la CAN 2013 en Afrique du Sud, a d'ailleurs effectué un tour d'honneur avec le président du club congolais en guise de présentation. C'était avant le match du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération contre Liga Musulmana de Mozambique dimanche dernier. À la Fédération malienne de football, on est loin de penser à un divorce. Pour nous, il n'y a pas une affaire Carteron, parce que Carteron est lié par un contrat avec la Fédération malienne de football jusqu'au 31 juillet 2014. Nous avons vu sur les nets, on a appris avec France Inter qu'il est à Lubumbashi pour signer un contrat. Parce que nous, jusqu'à preuve de contraire, il est l'entraîneur du Mali et il est lié au Mali jusqu'en juillet 2014. Et je vous dirais aussi, il est en train de faire son travail parce qu'il nous a envoyé la liste des 23 joueurs qu'il a convoqués. Et même ce matin, il est rentré en contact avec la fédération pour le biais des joueurs qui doivent aller à un stage en France, précisément à Nantes. Donc vraiment, nous, on considère que son contrat est en cours. Ce contrat peut être résilié de deux façons. La Fédération malienne de football pouvait résilier si Carteron n'avait pas pu qualifier le Mali en Coupe d'Afrique des Nations ou s'il ne qualifie pas le Mali en Coupe du Monde. La première étape, il a réussi ça, il reste la Coupe du Monde. Et lui aussi peut résilier le contrat si nous, on ne respecte pas nos obligations. On a 5 obligations avec Carteron. Le payer, le loger, donner un véhicule, le donner un téléphone, et il a droit à 2 billets aller-retour entre la France et ici en classe business. Et tout, depuis qu'il est venu, ce contrat est respecté. À l'instant où je vous parle, Carteron n'a rien à reprocher à l'État malien et à la Fédération malienne de football. Au cas où Patrice Carteron quitte l'encadrement des Aigles. Nous, on ne peut pas parler en tant qu'employeur d'un projet B, parce que nous, on le considère comme l'entraîneur de l'équipe nationale du Mali. Et jusqu'à présent, Carteron n'a pas dit qu'il n'est pas l'entraîneur du Mali. Mais si réellement Carteron a signé au plus puissant Mazembe, alors qu'il est en contrat avec la Fédération malienne de football, nous, on va saisir la FIFA contre Carteron et contre le tout puissant Mazembe. Un entraîneur en contrat ne peut pas signer avec un autre club, et si ça se fait, les deux sont sanctionnés. Cet épisode s'ouvre pour le football malien au mauvais moment, car les Aigles du Mali ont 2 sorties capitales à Bamako au compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014, les 9 et 16 juin prochains contre le Rwanda et le Bénin. Une affaire à suivre. Le président de l'Assemblée nationale par intérim, les membres du bureau, l'ensemble des députés et le personnel parlementaire ont appris avec consternation et une profonde tristesse le décès de l'honorable Idriss Ndélé Moussa, premier vice-président de l'Assemblée nationale du Tchad, ancien président du Parlement panafricain, décès survenu le 19 mai dernier à la suite d'un accident de la circulation. L'honorable Idriss Ndélé Moussa était un ami du Mali et a tenu à rendre visite au Parlement malien il y a de cela quelques années. En cette douloureuse circonstance, le président de l'Assemblée nationale par intérim, au nom de la représentation nationale, présente à la famille éplorée au Parlement ainsi qu'au peuple ami du Tchad ses condoléances les plus attristées. Paix à son âme. Amen. Ce journal s'achève. Merci de votre aimable attention.